Il fut un temps où l'école, le collège, l'université, les lieux du savoir étaient des lieux de paix, étaient des lieux en tout cas protégés par la transmission, protégés par le fait qu'on était là pour apprendre, qu'on était là pour gagner en liberté, en respiration, en savoir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la langue, au niveau des mathématiques? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la violence quand un professeur se fait décapiter à quelques mètres de son lycée? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la désinstruction nationale? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Ouais, c'est ce qu'on a chanté à la cérémonie funèbre en l'honneur de Samuel, en hommage à Samuel Paty, c'est pas loin, qui a été carrément égorgé par un islamiste radical, conditionné, bien chauffé, bien entraîné quand même. Il n'y a pas si longtemps de cela, et on pensait que ça allait demeurer, puis non, les choses reviennent, le séparatisme, la violence, et puis maintenant, évidemment, le Covid qui ne fait rien pour arranger les choses. Et puis surtout, certains classements PISA qu'on voit, certains classements en ce qui concerne les universités d'un côté, mais certains classements en ce qui concerne le collège aussi de l'autre. On voit quelque chose qui se passe et on se dit, mais il parle en quoi? Par exemple, c'est très bien quand dans certains CAP, certaines écoles de CAP, on apprend le français sur du rap. Pourquoi pas? Quel rap? Etc. On se demande vraiment ce que ça signifie. Et il y a quelqu'un qui en a parlé, qui a écrit La désinstruction nationale. On en a déjà parlé. René Chiche. Bonjour René Chiche. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien, André Berkov. Oui, je vous entends très bien. On vous entend très bien. Donc vous êtes professeur agrégé de philosophie au lycée, vous êtes vice-président d'Action et Démocratie et membre du Conseil supérieur de l'éducation. Et je rappelle ce livre remarquable que je recommande, d'ailleurs, La désinstruction nationale. René Chiche, on a l'impression à un moment donné, pour ne pas parler des choses qui sont passées, c'est vrai qu'hier, je vous en parle parce que hier, je recevais une institutrice qui s'occupe un peu des CAP, des élèves esthéticiennes. Et elle me racontait que, par exemple, ils étaient frappés que ce qu'on leur donne, par exemple, qu'on leur ordonne son devoir, c'est une interview, par exemple, d'un rappeur. Même pas un texte d'un rappeur, une interview de rappeur. Alors on se dit, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est organisé? Est-ce que c'est une espèce d'abandon complet? C'est quoi ce qui se passe, René Chiche? C'est un ensemble de causes qui concourent les unes avec les autres au phénomène que j'appelle la désinstruction. Et évidemment, ces causes sont très nombreuses, très complexes. Parmi elles, il y a évidemment des courants pédagogiques qui ont dominé les instructions officielles. Depuis longtemps? Oui, depuis assez longtemps maintenant, on peut dire depuis une trentaine d'années, mais qui sont le reflet aussi d'un changement profond de la nature même de l'école, qui est de moins en moins une institution et qui se conçoit de plus en plus comme un service public qui se soumet par conséquent à la demande des usagers. Et quelle est la demande des usagers? Je mets des guillemets, évidemment, entendez bien. Quelle est la demande des usagers vis-à-vis de l'école? C'est pas l'instruction, c'est la réussite. C'est la réussite, et à partir du moment où on demande la réussite, qui est en réalité la conséquence d'un travail, on inverse le rapport entre le moyen et la fin. Donc à partir du moment où le but même de certains collègues, c'est de faire réussir leurs élèves, coûte que coûte. Voilà, on ment notamment sur le niveau réel des élèves, parce qu'on a l'impression qu'on les met en situation d'échec si on leur dit que ça ne va pas. C'est un problème majeur qui, à mon avis, est même bien plus grave qu'un problème qui concerne simplement l'école, qui est le problème majeur de cette société vis-à-vis de l'éducation. On a l'impression que les adultes ne parviennent plus à prendre une position d'éducateur vis-à-vis des jeunes parce qu'ils veulent
ils ont peur de se faire mal aimer, ils veulent se faire aimer. Et à partir du moment où un adulte veut se faire aimer par celui qui l'éduque, eh bien, il n'est plus en situation de l'éduquer. Et René Chiche, on peut dire aujourd'hui, alors je vais aller peut-être un peu fort, mais c'est pas que l'école, la vocation de l'école serait d'être une garderie ou une nurserie, et la vocation des notes est d'être haussée plus ou moins artificiellement pour montrer que tout le monde peut réussir. Parce qu'on voit ça avec il y a quand même vis-à-vis des notes. Ouais. Mais bien sûr, d'abord, il y a tout un courant. Bon, alors c'est une minorité, mais c'est une minorité qui est surreprésentée dans les instances du ministère de l'Éducation nationale. C'est ça qui va pas aussi. Mais il y a une minorité qui revendique cela et qui se flatte de supprimer les notes et de les remplacer par des gommettes de couleur ou des ceintures de couleur ou je ne sais quel gadget complètement stupide, sans même se rendre compte de la violence qui est faite. C'est une violence symbolique évidemment, mais de la violence qui est faite à l'enfant qu'on instruit et à qui finalement on refuse ce qu'on lui doit. Il y a aussi, je vais donner un autre exemple qui est très très parlant, c'est celui de la réforme récente du baccalauréat qui introduit dans le baccalauréat le contrôle continu. Personne, à ma connaissance, à part moi, au sein du Conseil supérieur de l'éducation, n'a soulevé le problème que cela allait entraîner dans la réalité quotidienne et sur le terrain. C'est-à-dire qu'on va changer de nature la notation. À partir du moment où la notation qu'on met pendant l'année, qui est normalement ce qu'on appelle une évaluation formative, c'est-à-dire qui indique à l'élève le niveau où il en est et les efforts qu'il a à faire. À partir du moment où on transforme, on fait de cette évaluation formative un moyen d'obtenir le baccalauréat, et il est évident, comme je vous le disais tout à l'heure, vu qu'on veut faire réussir tout le monde, il est évident qu'on va être tenté de noter beaucoup plus... De surnoter, absolument. Oui, généreusement. Alors, généreusement, c'est l'euphémisme qu'on emploie, mais effectivement, on en arrive à mettre 10 à des copies qui valent en réalité 4 ou 5. Et dans le livre que vous avez cité, là, des instructions nationales, j'ai pris sur moi de donner un extrait d'une des copies que je lis par centaines et par centaines. Et quand je dis je, c'est pas seulement moi, nous sommes en réalité tous en face de cet effondrement du niveau. Et le niveau de langue conditionne tout le reste des apprentissages, puisque vous parliez des mathématiques. C'est très intéressant, parce que du coup, on a un test international qui permet de faire des comparaisons, etc. Bon, ça devrait d'ailleurs être un sujet de préoccupation majeure, les résultats de ce test. À ma connaissance, il n'y a qu'un député, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, François-Xavier Bellamy, qui est intervenu pour dire qu'on devrait plus parler de ça que de la crise sanitaire. Tellement c'est grave. Et c'est un universitaire quand même, voilà. Ça l'intéresse. Il partage avec moi le fait qu'on est tous les deux professeurs de philosophie, et je pense qu'en tant que tel, on est beaucoup plus sensible aux choses de l'esprit, à la façon dont il est massacré. Et alors, je reviens sur cette histoire de test des mathématiques, parce qu'il faut bien comprendre ceci, c'est que contrairement à ce que l'on imagine, bien sûr, la société évolue dans un tas de domaines. Mais qu'est-ce qui n'évolue pas? Qu'est-ce qui est toujours le même? Ce qui est toujours le même, c'est l'être humain et ce dont il a fondamentalement besoin pour se développer. Vous savez que Descartes, grand mathématicien, disait d'abord qu'il avait été nourri aux lettres dès l'enfance. Pourquoi c'est si important? Parce que c'est par l'intermédiaire du langage que nous pensons. Et c'est donc par l'intermédiaire du langage que nous pouvons comprendre, y compris les relations mathématiques, qui sinon reste un espèce de mécanisme sans aucune signification. Et puis il n'y a pas de cloison dans la pensée. Il ne faut pas cloisonner, bien sûr. Absolument. La nature de l'esprit est un et ne se diversifie que par l'intermédiaire des matières sur lesquelles il s'applique. Et il faut effectivement comprendre que nous avons sous l'influence d'une sous-culture, je dirais, d'une sous-culture teintée de psychologie mal digérée, de sociologie à deux balles. Nous avons tourné le dos à toute la tradition philosophique qui était quand même la meilleure connaissance que nous avions jusqu'à présent de l'esprit humain et de ce qu'il lui faut pour se développer. Alors moi, je ne suis pas du tout étonné, évidemment, par les tests, les résultats des tests, mais je voudrais quand même les relativiser un peu, dans la mesure où, vous savez, les autres pays, certains d'entre eux en tout cas, ont tendance à créer un système scolaire Potemkin, c'est-à-dire préparent leurs élèves à ces tests pour obtenir de bons résultats. Donc il ne faut pas
voilà, il ne faut pas surestimer ces résultats. Il vaut mieux écouter les professeurs de terrain qui, eux, n'ont pas besoin de ces tests pour tirer la sonnette d'alarme. Sauf qu'il ne faut pas conditionner ces professeurs, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, à obtenir réussite. Tout le problème est là, c'est l'apprentissage de la difficulté, l'apprentissage de la responsabilité. Si cette difficulté, responsabilité, si on ne dit pas aux élèves qu'ils n'ont pas seulement des droits mais des devoirs, c'est le cas de le dire, hein, les devoirs. Tout à fait, mais en fait, il faut commencer par inscrire clairement dans la loi, réinstituer l'école, c'est d'abord effectivement retravailler la loi qui s'appelle aujourd'hui le Code de l'éducation et qui proclame que 2 et 2 font 5. Bon, il a beau le proclamer, c'est pas ça qui va le rendre vrai. Je vais vous raconter une anecdote, puisque vous avez mentionné le fait que j'étais au Conseil supérieur de l'éducation. Il y a 2 ans, nous avons examiné le projet de loi pour la réussite et l'orientation des étudiants. C'est la loi ORE qui est à l'origine, qui accompagne le système Parcoursup. Le premier article de cette loi, j'ai quand même obtenu que mon amendement soit pris par le gouvernement sans vote, heureusement, parce que s'il avait dû être voté par mes collègues, je pense que mes collègues ne l'auraient pas accepté. Alors, ce premier amendement, le premier article de cette loi disait « dans l'objectif de la réussite de tous les étudiants ». C'est-à-dire que la loi fait de la réussite dans l'objectif de la réussite. Ouais, voilà, la loi elle-même assigne au système scolaire comme objectif non pas l'instruction mais la réussite. C'est ça qu'il faut changer, absolument. Mais il faut commencer par changer la loi. Parce que dans une société qui a perdu ses repères, ce à quoi on doit pouvoir se raccrocher, c'est la loi. Et c'est pareil pour l'autorité des professeurs. Figurez-vous que Samuel Paty a été victime, je vous l'avais dit, hein, il y a 2 mois, quand vous m'avez interrogé là-dessus, il a été victime d'abord de parents et d'élèves qui se croyaient tout permis à son égard, comme il se croit tout permis à l'égard d'un certain nombre de professeurs, parce que on les a plus mis à leur place. C'est-à-dire ils ne savent plus quelle est leur place exactement. Et ça, c'est pas nouveau, ça. C'est depuis quelque temps, ça déjà. Mais il faut voir là encore ce que la loi dit, et notamment la dernière en date, c'est-à-dire la loi dite pour une école de la confiance, voulue par Jean-Michel Blanquer, qui a fait de cette expression l'école de la confiance la devise de son action. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Qu'est-ce qu'elle dit dans l'état actuel des choses? Elle dit finalement que le professeur, son autorité dépend de son engagement et de son exemplarité. C'est-à-dire que vous avez une loi qui, en toute tranquillité, destitue devant le peuple tout entier l'autorité du professeur. En réalité, l'autorité du professeur, elle n'est conditionnée à rien. Pourquoi? Parce qu'elle découle de sa fonction même. Donc la loi destitue l'autorité professorale et soumet le respect qui est dû au professeur à la façon qu'il a de servir. La façon qu'il a de servir. Donc moi je propose, et ça c'est très sérieux, c'est très important, parce que vous savez, c'est bien de rendre un hommage à Samuel Paty, c'est bien de se recueillir, c'est bien d'être ému. Mais à un moment donné, il faut prendre des leçons. Et alors vous proposez quoi, cher René Chiche? Eh bien, moi, je propose, ça s'appelle l'amendement Samuel Paty, je propose que cette loi dise clairement que c'est parce qu'il est investi par l'État de la mission d'instruire que le professeur a une autorité et que ce respect de son autorité, pas tant de sa personne, pas de son travail, mais de sa fonction, eh bien, que ce respect, il est inconditionnel, tout simplement inconditionnel, et que c'est lui qui doit être la base de la confiance. Or, la loi Blanquer actuellement inverse le rapport entre le respect et la confiance, c'est-à-dire fait du respect une conséquence de la confiance. Mais on est où là? On est où? Non, mais on a besoin de renverser la table et renverser les choses. Le vrai problème, et vous l'avez dit, on est dans l'univers, on est où? Mais vous le savez mieux que moi, on est dans l'univers de la relativisation. Personne n'est au-dessus, on veut de la rentabilité, on veut de la réussite, et le professeur n'a qu'à se mouler là-dedans. On a bien compris ça. René Chiche, merci beaucoup, on se revoit très vite parce que avec vous, effectivement, on apprend.